nous n'avons pas de solution pour démanteler le Hezbollah. Ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement limiter son influence, limiter son impact et surtout le mettre hors de portée de nos localités sur la frontière nord. Donc en effet, la solution passe par ces négociations avec le gouvernement libanais. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jonathan Keller. Jonathan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier des services de renseignement militaire. Avec vous, bien entendu, je voudrais qu'on fasse un point sur la situation sécuritaire et d'abord une première réaction à chaud après l'annonce par J.D. Vance de l'échec des pourparlers. La question est claire, est-ce que la guerre risque de reprendre dans les prochaines heures, dans les prochains jours ou non ? Alors tout d'abord, J.D. Vance a en effet fait acte d'un échec, mais pas d'un échec définitif. Il n'a pas fermé la porte à de nouveaux rounds de négociations. Par contre, je crois qu'il y a 3 ou 4 issues à considérer. La première, c'est en effet une issue d'un échec des négociations, une reprise des hostilités. Je crois que cette issue est peu probable. Parce que les deux parties se sont auto-convaincus d'être sortis vainqueurs des derniers 40 jours de cette dernière guerre, et donc ils penseraient eux-mêmes avoir plus à perdre d'une nouvelle guerre plutôt qu'à gagner quelque chose. Et puis on a aussi un peu de mal à comprendre comment les objectifs qui n'ont pas été atteints pendant 40 jours de guerre relativement intensive pourraient être atteints dans une nouvelle guerre. Alors, c'est effectivement une appréciation, mais je veux dire, est-ce que finalement, cet échec-là, ce premier échec, on va dire, ne laisse pas entrevoir l'option d'un échec total des pourparlers et donc d'une non-reprise des combats qui laisserait, on va dire, Israël dans une situation très ambiguë, très problématique, n'est-ce pas ? Alors exactement, je crois qu'il y a en effet un certain nombre de scénarios intermédiaires. D'abord, il peut y avoir une reprise des négociations qui serait une reprise bilatérale irano-israélienne, sous prétexte par exemple de la continuation des combats au Liban, où les Américains resteraient de côté, ils nous soutiendraient politiquement, certainement militairement, mais ils ne feraient pas partie pleine de ces hostilités. C'est évidemment un scénario relativement catastrophique qu'il faut tout faire pour éviter. Et puis il y a un scénario aussi d'un accord partiel. Pour l'instant, on a l'impression que les positions iraniennes sont jusque-boutistes. C'est vrai sur un certain nombre de points, mais un accord n'est pas forcément un accord définitif, total entre l'Iran et les États-Unis traitant de toutes les questions. On pourrait imaginer un accord, par exemple, qui mettrait fin à cette saga autour du détroit d'Ormuz, éventuellement en dégelant les 6 milliards de dollars qui avaient été gelés par l'administration Biden. Cela permettrait de calmer les marchés internationaux sur le problème du pétrole, tout en laissant de côté ou tout en laissant à de futures négociations la question du nucléaire, la question du programme balistique, des questions régionales et ainsi de suite. Alors une question qui dépend des renseignements militaires en particulier. Le nucléaire, c'est un dossier qui devait être dans les négociations, dans ces 21 heures de négociations d'hier. On ne sait pas véritablement de quoi ils ont parlé, mais est-ce qu'il est envisageable qu'après 40 jours de guerre, ni les Américains ni les Israéliens ne soient parvenus à, on va dire, enfoncer plus profondément le clou du cercueil nucléaire de Fordow qu'il ne l'était avant les 40 jours? C'est-à-dire, est-ce que l'Iran potentiellement peut encore récupérer quelque part ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi? Alors, c'est une question très importante. D'abord sur un plan tactique, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait vraiment où sont ces 440 kilos. Oui, il est vrai, on a vu une sorte de camionnette avec 18 bonbonnes de gaz partir vers la direction d'Isfahan après la guerre de juin dernier. Tout le monde s'est mis à penser que ces bonbonnes de gaz contenaient cette fameuse cet uranium enrichi. Or, il est tout à fait possible, les Iraniens savent qu'ils sont contrôlés par les airs, ils savent qu'ils sont vus par les satellites, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une manipulation quelconque. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème aujourd'hui est tout à fait différent de ce qu'il avait été avant juin dernier.
Le problème est un problème de stratégie iranienne qui aurait pivoté vers une stratégie ouvertement cherchant à développer une arme nucléaire, chose que les Iraniens n'ont pas fait depuis 2003-2004. Vous vous rappelez de la fameuse fatwa de Khamenei qui interdisait la construction d'une bombe nucléaire, qui permettait évidemment un certain nombre d'activités permettant à l'Iran de se rapprocher de ce genre de capacité, mais interdisant de franchir le Rubicon et de produire des armes nucléaires. Or, aujourd'hui, la situation en Iran est différente. D'abord, l'Iran a été attaqué, non seulement attaqué, mais attaqué de plein fouet par la puissance américaine. Donc, l'importance, la valeur qu'elle pourrait trouver dans une dissuasion nucléaire aujourd'hui est décuplée. Mais non seulement cela, mais vous voyez aujourd'hui sur la scène iranienne un certain nombre de personnalités qui appellent aujourd'hui ouvertement à se retirer du traité de non-prolifération et à produire une arme nucléaire, chose qui, encore une fois, pendant 20 ans n'aurait pas été imaginable et aurait été de toute façon tout de suite censurée par la censure du régime. Mais en fait, moi, je vous posais la question dans le sens inverse, c'est-à-dire, moi, j'avais l'impression que je me demandais si les bombardements israéliens ou américains n'avaient pas enfoncé plus encore, on va dire, la probabilité de récupérer ces 400 kg d'uranium enrichi. Et là, vous me dites, vous êtes en train de me dire que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire, c'est-à-dire que cette opération, cette guerre, elle risque de susciter plus encore de volonté de la part des Iraniens de se doter de l'arme nucléaire. Mais comment peuvent-ils le faire après avoir subi tant de bombardements ? Est-ce qu'ils ont une capacité encore ? Les bombardements ont atteint un certain nombre de facilités nucléaires dont les Iraniens n'ont pas besoin si leur seul but est de produire, disons, 10 engins nucléaires. Ils n'ont pas besoin de Natanz, ils n'ont pas besoin de Fordo, ils ont à peine besoin de l'énorme complexe d'Isfahan. Ce qu'il leur faut, c'est... alors, ils auraient 440 kg d'uranium enrichi à 60%, cela leur suffirait pour un matériel fissile qui conviendrait à 10 ou 11 bombes nucléaires. Il leur faudrait aussi une capacité à faire ce que l'on appelle une conversion à l'envers, c'est-à-dire faire que ce gaz devienne un métal. C'est une petite usine chimique que l'on peut monter en l'espace de quelques mois dans n'importe quel endroit secret à Téhéran ou ailleurs. Et évidemment, après, il leur faudrait créer une ogive nucléaire et de la mettre... Ça semble stupéfiant ce que vous dites, parce que, c'est-à-dire... 40 jours de bombardement, lorsqu'on parle des infrastructures, on l'a dit à de multiples reprises, il s'agissait aussi des infrastructures nucléaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que les armées israéliennes et américaines ont frappé ces dernières semaines, si ce n'est justement les capacités d'empêcher l'Iran de se doter de ce genre de matériel? C'est tout à fait stupéfiant. Après la guerre de juin, notre Premier ministre Netanyahou, dans une interview à la chaîne israélienne de Cannes, avait admis qu'il était parti en guerre en sachant qu'il ne serait pas capable d'atteindre ces 440 kg d'uranium enrichi. Et l'ensemble des experts nucléaires ont été tout à fait stupéfaits que l'on ait fait ce geste, risquant de pousser les Iraniens à une doctrine nucléaire, chose qu'ils n'avaient encore une fois pas adoptée depuis au moins 20 ans, en leur laissant des capacités certes résiduelles, mais des capacités qui leur permettraient à terme, alors allez savoir s'il s'agit d'une question de semaines, de mois, ou éventuellement d'un an ou deux, mais une capacité résiduelle, mais une capacité qui à terme pourrait leur permettre de produire un nombre limité de bombes nucléaires. Ouais. C'est pas particulièrement rassurant ce que vous êtes en train de nous dire. Alors ça, c'est pour le dossier iranien. Je voudrais qu'on se penche un peu sur ce qui se passe dans le nord. Les opérations militaires israéliennes semblent se poursuivre. On ne sait pas trop bien exactement jusqu'où. C'est-à-dire, est-ce que l'armée israélienne reste en deçà du Litani, et quel est le pas suivant que l'armée israélienne peut faire en attendant peut-être des négociations, puisqu'on parle de négociations entre les Libanais et les Israéliens à partir de mardi à Washington. Quel serait, on va dire, l'objectif final des forces israéliennes dans cette région ? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est le siège de Binjbel. Binjbel, on appelle ça un village, mais c'est pas tout à fait un village. C'est une ville de 30 000 habitants. C'est la deuxième ville du Sud-Liban après Nabatea. C'est une ville tout à fait symbolique, à la fois parce que l'on avait
échoué lamentablement en 2006 lors de la deuxième guerre du Liban à Beni Jbel, et puis parce que c'est la ville historique où Nasrallah avait fait son fameux discours de la toile d'araignée. C'est une ville qui est assiégée, il y a que quelques dizaines de combattants du Hezbollah à l'intérieur de cette ville, mais cela crée tout un branle-bas de combat à l'intérieur du Liban, et le Hezbollah essaye de faire parvenir à ses troupes quelconque soutien. Il y a d'ailleurs certaines tensions entre des officiers iraniens des forces Quds présents sur le terrain et le Hezbollah. C'est une tension sur laquelle on peut jouer. Alors maintenant, comme vous le dites, pour l'instant, nous allons, j'ose dire, que jusqu'au Litanie, tout en modérant nos frappes sur Beyrouth. Depuis samedi, il n'y a pas eu de frappe sur Beyrouth. Ce serait une demande américaine pour donner un peu de marge aux négociations avec l'Iran. Jusqu'à la guerre précédente, notre objectif était de repousser le Hezbollah en dehors de ce qu'on appelle la portée des missiles anti-tanks, c'est-à-dire 3 km, 3 km et demi. Juste histoire que nos habitants de Metula, de Kiryat Shmona et des autres localités ne soient pas atteints par des missiles anti-tanks qui sont fatales et qui est très difficile d'intercepter. Or, aujourd'hui, l'armée nous a un peu lancé dans le flou en annonçant un objectif bien plus important qui serait d'aller jusqu'au Litanie, c'est-à-dire une bande allant de 8 à 10 km, tout en rassurant le public israélien en lui disant que nous ne retournerons pas au modèle de la fameuse bande de sécurité des années 80 et 90, en ayant un modèle à la fois plus flexible, moins statique, et puis surtout en évacuant la population, du moins la population chiite du Sud-Liban, et aussi en détruisant les villages chiites le long de la frontière. Alors, c'est une définition qui est relativement large, ça peut aller de quelques villages jusqu'à quelques centaines de villages. Cela me paraît un peu bizarre, je ne vois pas l'armée israélienne se mettre à détruire des centaines de villages, mais du moins nous avons aujourd'hui un objectif qui est bien plus large et qui nous donnerait une présence à long terme au Sud-Liban. Mais ça ne résout pas le problème, puisque du côté nord du Litanie, il y a toujours le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours là, il n'est pas désarmé. Et est-ce que d'une certaine manière, c'est une prise de conscience de la part de l'armée que finalement, on n'y parviendra pas par la voie militaire, mais peut-être par la voie de la négociation avec le Liban ? Alors tout à fait, c'est d'ailleurs ce qu'a dit notre chef d'état-major. Il n'a pas dit de façon assez déterminée. Il faut tout simplement mettre les cartes sur table et expliquer à notre public que l'idée d'exterminer le Hezbollah ou de le démanteler définitivement est une illusion. Alors oui, on pourrait envahir le Liban, se mettre à occuper Beyrouth, revenir au scénario de 1982. D'abord, cela ne nous offrirait pas forcément la solution espérée, mais en dessous de ça, nous n'avons pas de solution pour démanteler le Hezbollah. Ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement limiter son influence, limiter son impact et surtout le mettre hors de portée de nos localités sur la frontière nord. Donc en effet, la solution passe par ces négociations avec le gouvernement libanais, et là-dessus, je crois que Netanyahou gère bien le problème. Il le fait de façon mesurée, en allant doucement, en ne se précipitant pas, et surtout en recadrant les négociations dans le cadre de négociations d'envergure. Il parlait de paix avec le Liban. Oui. Je pense qu'il faudrait faire de même avec la Syrie. Oui, alors on va prendre effectivement les problèmes un après l'autre, essayer d'abord de régler le problème du Liban et ensuite peut-être de régler le problème de la Syrie. Merci beaucoup Yonathan Keller d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Vous aussi, merci.